ressourcerie de l'écrivain. Je continue mon cycle de vidéos sur les sagas que j'ai envie de lire, que j'ai envie de relire, que j'ai envie de découvrir, avec cette fois-ci relire ces sagas qui m'ont transportée. Donc je vais parler de 3, 4, 5, 6 sagas. Il y a beaucoup de fantaisie et il y a un petit peu d'historique aussi. Alors ce sont toutes des sagas que j'ai déjà lues il y a fort longtemps ou un peu plus récemment et que j'ai envie de relire. Ça va pas être forcément tout de suite parce que ça fait quand même un sacré volume de bouquins, mais on verra. Donc, alors pour les livres, il y a certains livres que j'ai déjà en ma possession. Je ne sais pas où ils sont rangés, j'ai la flemme d'aller les chercher, donc je vous mettrai la couverture du premier dans une petite vignette quelque part autour de moi. Et c'est parti. On va commencer par l'Assassin Royal de Robin Hobb. Je passe par Wikipédia. Alors, c'est des livres que j'ai empruntés à un très bon ami qui va me les reprêter parce qu'il n'aura pas le choix. Que j'ai découvert quand j'ai déménagé sur Nantes, donc il y a 17 ans, 18 ans, un truc comme ça. Et que j'ai surkiffé. Je n'ai pas tout lu, j'ai lu le premier cycle et le second cycle de l'Assassin Royal et Les Aventuriers de la Mer. J'ai pas lu La Cité des Anciens et je n'ai pas lu Fitz et le Fou. C'est une série qui est toujours en cours d'écriture, il me semble. Vous pouvez en trouver facilement en poche, vous pouvez les trouver aussi facilement d'occasion si vous souhaitez. Et il me semble que chez J'ai lu, ils ont commencé à les faire dans les très jolies éditions. Je vous mettrai les liens de tout ça. Pour le premier tome du cycle sur l'Assassin Royal, c'est L'Apprenti Assassin. Lorsque le jeune Fitz est conduit à la cour des 6 duchés, il ne sait pas encore que sa vie et celle du royaume tout entier va s'en trouver bouleversée. Le roi servant, Chevalerie, père de cet enfant illégitime, devra renoncer au trône pour ne pas entacher la réputation de la famille royale. Et nombreux sont les prétendants à la succession. Fitz se retrouve isolé au centre d'un univers qu'il ne connaît pas. En quoi le vif, cette étrange magie qu'il découvre et qui lui permet de communiquer avec les animaux, est-elle si dangereuse? Et pour quelle raison le roi subtil fait-il appel à lui pour lui enseigner une forme étrange de diplomatie, l'art de tuer? Poison, magie et lames effilées vont bien vite devenir le quotidien du jeune bâtard princier. Je vais vous lire une partie de l'article Wikipédia qui lui est consacré pour expliquer un petit peu la manière dont Robin Hobb a imaginé aussi ces histoires-là. Donc le premier cycle compte l'histoire de Fitz Chevalerie. Fitz Chevalerie loin-voyant depuis son apparition à l'âge de 6 ans. L'existence de ce bâtard de sang royal est le caillou qui, en perturbant l'équilibre du royaume des 6 duchés, va à terme faire dévier le cycle répétitif du destin. C'est d'abord un rude roman d'apprentissage de la vie, voire de la survie, dans les intrigues de la cour, sous la protection d'un maître d'écurie bourru, super personnage, et d'un vieux sage aussi secret que mystérieux, super personnage, et avec l'amitié d'un loup et d'un étrange bouffon albinos, 2 autres super personnages. Puis un long voyage initiatique semé de pièges et de trahisons où Fitz apprend à maîtriser ses 2 magies, l'art et le vif, et s'engage dans la voie du sacrifice et du renoncement par fidélité à son roi et à la lignée des loin-voyants. Je vous dis un petit mot très rapide sur les deux magies, l'art et le vif. L'art, c'est une magie qui, de mémoire, relève de la noblesse, donc quasiment uniquement ceux qui sont sur le trône en fait. Et c'est une espèce de télépathie. Le vif, par contre, c'est une magie qui est plus populaire, peut-être un peu plus répandue, et qui permet, un petit peu comme les Stark et leurs loups, de créer un lien particulier et très fort avec un animal. Mais c'est pas le loup, ça va être un loup. Donc dans le cadre de Fitz, ça va être un loup, mais ça peut être un autre animal. Ma lecture remonte à très longtemps, hein, comme je vous l'ai dit, donc je me souviens plus de tout exactement. Mais l'étrange bouffon albinos, par exemple, c'est un personnage qui est prophète. Il s'appelle le Fou. Donc c'est vraiment c'est un bouffon.
c'est un bouffon également. Et Robin Hobb, elle est parvenue à développer tout un truc autour des prophéties qui sont moins le fait de dire il va se passer ça, comme ça, mais c'est plus il peut se passer ça. Donc on n'est pas sur une prophétie qui va se réaliser telle qu'elle a été édictée, parce que c'est changeant, c'est mouvant en fonction des décisions des personnages, des événements, etc. C'est un genre de prophétie qui est beaucoup plus moins ferme que ce qu'on a pu voir dans d'autres œuvres comme Harry Potter, où il y a 2 prophéties de mémoire qui se déroulent comme elles ont été écrites. Là, c'est vachement intéressant parce qu'au final, on est dans un type de prophétie où on ne sait pas exactement ce qui va se passer, ni les protagonistes, ni celui qui a émis la prophétie, à savoir le fou. Je continue de vous lire un petit bout de l'article Wikipédia. Robin Hobb n'avait initialement pas prévu de suite à ce premier cycle et considérait les aventures de Fitz et de ses compagnons comme terminées, parce que ça a été publié entre 95 et 97 chez Bantam Books. Elle écrit cependant entre 1898 et 2000 une autre trilogie, Les Aventuriers de la Mer, qui se situe dans le même univers, mais ultérieurement, en des lieux et avec des personnages différents. Donc, je vais m'arrêter un instant sur Les Aventuriers de la Mer, parce que c'est la suite du premier tome. Cet univers-là, en fait, c'est quand même beaucoup de livres, donc je ne vais pas les lire en 2 mois. Hein. Je crois que j'avais bâché le premier cycle et Les Aventuriers de la Mer en un été, il me semble. Une fois que je suis dedans. Alors, je vous lis le résumé, Le Vaisseau Magique. Donc, c'est le premier tome des Aventuriers de la Mer, qui se passe donc un petit peu après, avec d'autres personnages. Personnellement, sur ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'est mon cycle préféré. Les Vivenef sont des vaisseaux magiques attachés par des liens empathiques à la famille qui les possède. Ces navires insaisissables bravent les tempêtes, évitent les récifs, distancent les monstres marins, sèment les pirates et font l'objet de toutes les convoitises. Le capitaine de la Vivacia, Ephron Vestrit, meurt. Parmi les siens, chacun ourdit complot et trahison pour s'approprier son vaisseau, car une Vivenef ne se transmet pas comme un legs ordinaire. Pendant ce temps, d'autres dangers se profilent à l'horizon. Les serpents de mer qui infestent les océans se regroupent et un ambitieux pirate aspire à unir ses pairs sous un seul pavillon, le sien. J'ai plus de souvenirs sur cette suite de livres, donc des Aventuriers de la Mer. De mémoire, j'en avais lu 6, peut-être plus, enfin bref, je sais plus. Donc ça parle de piraterie. Les Vivenef, leur particularité, c'est que la figure de proue, et donc le bateau entier, est fabriqué dans un bois particulier qui s'appelle peut-être le bois sorcier, je ne me souviens plus exactement. Et si vous voulez, la figure de proue devient vivante et elle a un caractère et elle a... c'est un personnage. Le navire devient un personnage parce que il est vivant. Il est vivant et il est attaché à une famille. Et de mémoire, on suit au moins... je pense que c'est Vivacia qui est une figure de proue qui est féminine. Et il me semble qu'il y avait aussi un autre bateau qui était abîmé. Il s'était passé quelque chose pour lui. C'est très vague ce que je vous dis. Qui s'appelait Parangon, je me souviens. Et lui, il était beaucoup plus dans la colère. Et je pense que qu'il avait été... parce que c'est un objet, mais c'est un objet qui est vivant. Et c'est un objet qui a des sentiments et qui s'attache au capitaine ou à la famille. Et on a un super personnage aussi parce que donc le capitaine de la Vivacia, il meurt. Et sa fille, dont j'ai oublié le nom, c'est un truc avec des A, Althea, je crois, Althea Vestrit peut-être. Sa fille, elle ne devrait pas hériter parce que c'est qu'une fille. Mais par contre, c'est une gamine qui a été toujours élevée plus ou moins sur les bateaux et compagnie.
Et par contre, de mémoire, les capitaines des vives nefs sont quand même les petits bourges du port. Et elle a à la fois une éducation bourgeoise, on va dire, noble, où elle a une certaine tenue à respecter, mais elle a été élevée aussi comme un petit marin. Et elle, ce qu'elle veut, c'est de garder Vivacia avec elle, si je ne me trompe pas de nom de bateau. Et on va se retrouver dans un truc un petit peu classique de... elle va s'échapper, elle va se déguiser en garçon, elle va être embauchée sur son bateau qui lui appartient selon elle. Et il va y avoir une superbe histoire d'amour. De mémoire, le pirate, c'est un gros con, mais j'en garde un très très bon mémoire aussi, un très bon souvenir aussi, pardon. C'est vraiment vraiment top. Alors ensuite, Robin Hobb décide alors de donner une suite aux aventures de Fitz Chevalerie sous la forme d'une nouvelle trilogie, 7 volumes en français, entamée en 2001 et intitulée L'homme fauve ou l'homme doré. C'est The Tawny Man, dont les romans, reprenant la plupart des personnages du premier cycle, se situent chronologiquement après les aventures de la mer et en intègrent des personnages. Fitz reprend du service pour sauver le prince héritier en faisant barrage au Pi, prêt à déclencher une guerre civile, puis participe à l'aventure finale où se résolvent les énigmes et se profile l'avenir qu'avait prophétisé le fou. Et alors, j'ai le souvenir de l'avoir lu. Je pense que j'avais moins apprécié que le premier cycle sur Fitz, parce que donc, le premier cycle, on est vraiment sur un roman d'apprentissage où on suit Fitz de petit garçon jusqu'à jeune homme, on va dire, en pleine possession de ses pouvoirs. Et de mémoire, il se passait quelque chose sur la fin du cycle où Fitz se mettait un peu au vert. Genre, j'en ai marre de vos conneries, je vais vivre ma vie. Et il doit se passer de nouveau quelque chose qui fait que... je vais retourner sur Booknode. Qui fait qu'il reprend du service. Le deuxième cycle sur Fitz Chevalerie démarre avec le prophète blanc, donc c'est The Tawny Man. Donc ça, c'est sous le titre de la citadelle des ombres. Le premier tome, c'est le prophète blanc. Fitz Chevalerie a scrupuleusement rempli son rôle d'assassin royal. Il a fidèlement servi le souverain subtil, puis vérité et sa reine Kétriken. Mais en accomplissant son devoir, il a perdu sa femme et sa fille. Désormais, Fitz ne désire plus que le repos et l'oubli. Il se retirait loin de la cour pour vivre une existence simple et paisible avec son loup œil de nuit et le jeune Heur, un orphelin qu'il a recueilli. Or, voici que ses anciens amis viennent le voir, Astérie la ménestrelle, Ombre, son maître assassin, et le mystérieux fou. Tous veulent le convaincre de revenir à la capitale car de nouveaux dangers menacent une paix récente et fragile. Robin Hobb écrit ensuite une tétralogie, donc 4 tomes, intitulée La Cité des Anciens, dont l'intrigue commence après la fin des Aventuriers de la Mer et du deuxième cycle de l'Assassin Royal. L'éclosion des œufs de dragon, puis l'installation des dragons et de leurs gardiens dans la cité ancienne de Kelsingra est au cœur de cette série, dont les romans sont parus entre 2009 et 2013. Donc, le premier tome de la Cité des Anciens, c'est Dragons et serpents. Dans le désert des pluies, les serpents géants se sont enfermés dans leur cocon pour se transformer en dragons. Mais trop affaiblis, ils ne donnent que des créatures difformes et incapables de survivre sans l'aide des humains, si bien que les marchands du désert des pluies décident de s'en débarrasser. Et enfin, dernier cycle, Robin Hobb revient ensuite aux aventures de Fitz qu'elle clôture en écrivant une nouvelle trilogie, intitulée en anglais The Fitz and the Fool Trilogy, et Le Fou et l'Assassin en version française. Les événements qui y sont relatés se déroulent 10 ans après l'épilogue de The Tawny Man, donc la Cité des Ombres, la Citadelle des Ombres, et suivent la fin de la Cité des Anciens. Les trois romans sont publiés entre 2014 et 2017. Le Fou et l'Assassin, selon Booknode, il y a 6 tomes.
Le premier, donc, c'est Le Fou et l'Assassin, qui n'a pas de titre. C'est le premier. Entouré de sa famille, Tom Blaireau coule des jours et des années paisibles en son manoir de Flétry-Bois. Mais derrière cette façade respectable se cache un passé trouble et violent, car Tom n'est autre que Fitz Chevalerie, bâtard de la lignée des Loinvoyants et jadis assassin royal. Un soir d'hiver, un messager se présente à lui avant de disparaître dans des circonstances sanglantes. Quel était ce message ? Qui en était l'expéditeur ? Autant de questions sans réponse, autant de vestiges de son passé brutal qui menace la paix chèrement gagnée. Donc, je ne fais pas le calcul tout de suite de combien cette saga compte de livres. D'après l'ordre de lecture, je vous mettrai le lien. C'est de J.P. Caruana. Il y a 36 tomes. J'ai envie de les lire, j'ai envie de les reprendre. Je pense que je les reprendrai par cycle, parce que ça fait 5 cycles. Je vous mettrai le lien de cet article qui est quand même bien intéressant. Et franchement, c'est un univers qui est vachement intéressant. Il y a des personnages féminins qui sont forts. Sur Booknode, ils donnent comme thématique fantasy, magie, famille, aventure, héroïque fantasy, mystère, monde médiéval, vengeance, dragon, amitié. Et il y a plein de formes de magie qui sont différentes. Il y a la magie des fossés aussi, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Et j'ai passé 25 minutes sur une seule saga, au secours. Franchement, j'ai envie de la relire, je sais pas quand, mais je pense que je ne vais pas tarder à le faire. Autre saga que j'ai envie de relire également, et j'avais commencé à le faire mais en prenant des notes, mais je recommencerai, c'est Le Trône de Fer de J.R.R. Tolkien. Personnellement, moi je les ai achetés en intégrale parce que c'est plus facile de s'y retrouver ainsi. Et en fait, c'est une série de livres et une série télévisée qui, à part peut-être la dernière ou peut-être les 2 dernières saisons, m'ont vraiment transportée. C'est là que j'ai découvert l'intérêt de l'alternance de point de vue, avec des personnages qui ne sont pas au courant de tout, qui sont très loin d'être omniscients et qui du coup font des erreurs parce qu'il leur manque des informations. Et c'est vraiment tip top. J'ai absolument tout sur Le Trône de Fer. Donc, on va dire la saga principale, c'est celle qui a été adaptée en série télé. C'est A Game of Thrones qui a été publié en 2 chez Pygmalion, A Clash of Kings publié en 3 chez Pygmalion, donc la 3e intégrale, on va dire, 2e intégrale. A Storm of Swords qui a été publié en 4 et qui correspond à l'intégrale 3. A Feast for Crows qui a été publié en 3 chez Pygmalion qui correspond à l'intégrale 4. Et enfin, A Dance with Dragons qui a été publié en 3 volumes chez Pygmalion et correspond à l'intégrale 5. Vous avez rien compris? Vous inquiétez pas, je vous mettrai un petit truc. Le Trône de Fer, donc c'est de George R.R. Martin. On est sur... là, c'est pas à mettre entre toutes les mains, très clairement, parce que c'est quand même un univers qui est très violent. Et qui est loin d'être... qui est loin, très loin d'être sain, on va dire. Où vous allez plonger dans ce qu'il y a de plus immonde au niveau de l'humanité, on va dire. Le résumé du premier tome, Le Trône de Fer. Donc c'est le premier tome, un des premiers tomes de la première intégrale. Le premier tome de la première intégrale. Il était une fois, perdu dans un lointain passé, le royaume des 7 couronnes. En ces temps nimbés de brume, où la belle saison pouvait durer des années, la mauvaise toute une vie d'homme, se multiplièrent un jour des présages alarmants. Au nord du mur colossal qui protégeait le royaume, se massèrent soudain des forces obscures. Au sud, l'ordre établi chancela, la luxure et l'inceste, le meurtre et la corruption, la lâcheté et le mensonge enserrèrent inexorablement le trône convoité. Pour préserver de l'ignominie les siens et la dynastie menacée, se dresse alors, armé de sa seule droiture, le duc, le lord Stark de Winterfell, aussi rude que son septentrion natal. Mais en dépit du pouvoir immense que vient de lui conférer le roi, a-t-il quelque chance d'endiguer la tourmente qui se lève ? Dans la lignée des lois
dans la lignée des rois maudits et d'Excalibur, le trône de fer plonge le lecteur sans lui laisser reprendre souffle dans un univers de délices et de feu. L'épique et le chevaleresque côtoient sans cesse le vil et le démoniaque. La bravoure et la loyauté se heurtent à la duplicité et à la fourberie. Mais dans ce tourbillon d'aventures cruelles, ce sont finalement l'aventure, la tendresse, l'indestructible force de l'amitié qui rayonne au-dessus des ténèbres. Et bon, ça rayonne au-dessus des ténèbres, mais ça ne gagne pas. Clairement. Il y a 3 nouvelles qui se déroulent dans le même univers que le Trône de Fer. Donc c'est Dunk et l'œuf. Il y a La princesse et la reine ou les noirs et les verts dans Dangerous Woman. Le prince vaurien ou le frère d'un roi dans Vaurien. Les fils du dragon dans Épée et magie. Donc ces 3 intégrales, Dangerous Woman, Vaurien et Épée et magie, je les ai. Et également Dunk et l'œuf où il y a un recueil de 3 nouvelles. Et il y a aussi dans cet univers le préquel qui s'appelle Feu et sang, qui fait l'objet d'une adaptation qui est encore en cours de diffusion et de filmation. Donc House of the Dragon sur Prime Video, il me semble, où là on est quelques siècles avant l'histoire du Trône de Fer et on suit la famille Targaryen avec les dragons au fait de leur puissance. Donc si vous vous souvenez, si vous avez lu ou vu la série télé du Trône de Fer, on est sur les crânes qui étaient sous la salle royale, il me semble, des crânes qui étaient immenses, qui allaient de plus en plus petits parce que les dragons ont périclité et devenaient chétifs, maladifs et mouraient. Là, on est au moment où les dragons sont les plus grands, les plus puissants et où les Targaryens les contrôlent. Et en fait, je ne l'ai pas lu moi, le Feu et sang, mais Fire and Blood, mais on est sur des familles qui vont se déchirer pour la succession en fait au trône. Parce que le roi Viserys Ier, il me semble, parce que le frère de Daenerys, Viserys, ça doit être le 2 ou le 3 par là, mais Viserys, qui est le souverain régnant, il est malade. Il est malade du type il va mourir. Et on va normalement, ce qui est dans l'usage, c'est que montera sur le trône après Viserys son fils. Or, Viserys, il a eu d'un premier mariage Rhaenyra, qui est une jeune fille. Il s'est marié ensuite avec la fille de son premier ministre, on va dire, qui a l'âge de Rhaenyra, qui était son amie, et il va avoir 3 enfants par la suite. Aegon, Aemon et Elena, un truc comme ça. Et en théorie, ça doit être un des garçons qui doit monter sur le trône. Sauf que Viserys, il désigne sa fille aînée, Rhaenyra, qui est la seule fille qu'il a eue avec sa première épouse, le seul enfant. Et du coup, ça va foutre un bordel pas possible, et avec des bastons, avec des dragons. Et c'est vraiment c'est un univers que j'arrive pas à quitter, comme d'autres univers, parce que ma lecture est beaucoup plus récente que celle de l'Assassin Royal, qui remonte quasiment à 20 ans, mais ma lecture du Trône de Fer, ça remonte à la sortie télé, donc ça doit avoir une bonne dizaine d'années, on va dire 10-12 ans. Et là, le souvenir est beaucoup plus vivace, mais c'est plus récent aussi. C'est une série que je vous conseille très très fort. Alors, autre série de livres tentaculaires, vous allez vous foutre de ma gueule. Il y a un petit monsieur qui s'appelle Monsieur Tolkien, ou Tolkien, je ne sais pas comment on le dit, Tolkien, je crois qu'on dit Tolkien, qui a priori aurait écrit un petit bouquin. En fait, j'aimerais bien relire tout Le Seigneur des Anneaux. J'ai tout aussi acheté, même ce que Christopher Tolkien a pu rassembler et travailler sur de bribes éparses de son père ou de son grand-père. Je ne sais plus ce que le petit-fils aussi s'y était mis. Et c'est tentaculaire tout ça, ma foi.
Donc, je ne sais pas si je vais les lire par ordre de sortie, ce qui est le plus logique, ou par ordre chronologique, qui est aussi une logique, mais peut-être autre. Parce que dans cet univers-là, il y a donc Le Seigneur des Anneaux, Contes et légendes inachevées, Histoire de la Terre du Milieu, Les Contes perdus, Bilbo le Hobbit, Le Silmarillion. Et c'est déjà pas mal. Plus les one-shots. Les one-shots, il y a les aventures de Tom Bombadil, le livre des contes perdus, le fermier Gilles de Ham, mais ça c'est autre chose il me semble, les lettres du Père Noël aussi, Roverandom aussi, la légende de Sigurd. Oh, il a écrit sur Sigurd et Gudrun. Les étymologies. Putain, mais il a écrit énormément de bouquins cet homme. La chute d'Arthur. Les enfants de Húrin, j'ai déjà lu. Il y a Féerie et autres textes. Il a traduit Beowulf. Beren et Luthien. Beren et Luthien. Il a écrit un livre qui s'appelle Du conte de fées. Ça, je me le note quelque part dans ma tête. La chute de Gondolin. J'ai un doute de ne pas l'avoir celui-là. Je vais juste me lancer dans au minimum Bilbo et... dans la présentation au minimum de Bilbo et du Seigneur des Anneaux qui sont les plus connus. Mais là, je me suis dit aussi, allez, il est peut-être temps de s'y remettre. On a donc... Je vais vous lire d'abord Bilbo. Bilbo le Hobbit. Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être paisible. L'aventure tombe sur lui comme la foudre quand le magicien Gandalf et 13 nains barbus viennent lui parler de trésors, d'expéditions périlleuses à la montagne solitaire gardée par le grand dragon Smaug. Car Bilbo partira avec eux. Il traversera les terres solitaires et la forêt de Mirkwood, dont il ne faut pas quitter le sentier, sera capturé par les trolls qui se repaissent de chair humaine, entraîné par les gobelins dans les entrailles de la terre, contraint à un concours d'énigmes par le sinistre Gollum, englué dans la toile d'araignée géante. Bilbo échappera cependant à tous les dangers et reviendra chez lui, perdu de réputation dans le monde des hobbits, mais riche et plus sage. Bilbo le Hobbit, un grand classique de la littérature fantastique moderne. Tu m'étonnes. Et Le Seigneur des Anneaux, je vais vous lire le résumé du premier tome, La Communauté de l'Anneau. Donc c'est La Communauté de l'Anneau, Les Deux Tours et Le Retour du Roi. Donc, résumé du premier tome. Au temps reculé qu'évoque le récit, la Terre est peuplée d'innombrables créatures étranges. Les hobbits, apparentés à l'homme, mais proches également des elfes et des nains, vivent en paix au nord-ouest de l'ancien monde, dans la comté. Paix précaire et menacée cependant, depuis que Bilbon Saquet a dérobé au monstre Gollum l'anneau de puissance jadis forgé par Sauron de Mordor, car cet anneau est doté d'un pouvoir immense et maléfique. Il permet à son détenteur de se rendre invisible et lui confère une autorité sans limite sur les possesseurs des autres anneaux. Bref, il fait de lui le maître du monde. C'est pourquoi Sauron s'est juré de reconquérir l'anneau par tous les moyens. Déjà, ses cavaliers noirs rôdent aux frontières de la comté. Je vais m'arrêter là parce que c'est tentaculaire, parce que ça fait 68 livres apparemment. Bon, peut-être pas tout, mais... On va aller du côté de Fetjen, vous devez le connaître. De Jean-Louis Fetjen. C'est des livres que je ne sais pas où je les ai foutus. Donc potentiellement, je vais les racheter. Les séries. Mais je crois que j'avais lu, il y a la trilogie des elfes, les chroniques des elfes, le pas de Merlin. Ça, je les ai lus sur... Ah, il y a un truc qui s'appelle Jean aussi. Enfin, je suis très fan moi, de ce que fait Fetjen, Jean-Louis Fetjen. Donc là, on passe chez les auteurs français. La trilogie des elfes, comme son nom l'intitule, c'est 3 tomes. Le crépuscule des elfes, la nuit des elfes et l'heure des elfes. Un résumé du premier. À l'époque où la forêt recouvrait la terre, les hommes vivaient en harmonie aux côtés des elfes, des nains et des monstres. Mais un incident éclata qui vint ébranler ce fragile équilibre. Un elfe fut soupçonné d'avoir tué un roi nain pour lui voler un talisman d'une valeur inestimable. Ce crime marque le début d'un long conflit, de grandes trahisons. La soif de pouvoir des uns et la haine des autres empêcheront-elles irrémédiablement le retour de la paix ? Un roman qui mêle avec talent les légendes celtiques aux mythes arthuriens.
Alors, il y a Chronique des Elfes, il y a Liane, préquelle de la trilogie des Elfes, et premier tome des Chroniques des Elfes. Donc, les Chroniques des Elfes, ça fait bien la suite. Donc, les Chroniques des Elfes. Le premier tome, Liane, princesse des Elfes d'Eliande, grandit paisiblement dans les bois. Quand soudain, un terrible malheur arrive, alors que la jeune princesse suit discrètement un groupe de chasseurs de son clan, ceux-ci sont attaqués par de monstrueux loups noirs, immenses et démoniaques. Ils semblent sortir tout droit de l'enfer. Ce sont les loups de guerre des hommes chiens, les terribles kobolds, monstres des terres noires. Parallèlement, les hommes s'en prennent à leurs forêts et n'ont pas l'intention de renoncer à ces nouvelles terres. Bientôt, la guerre va éclater, si ce n'est pas déjà le cas. Ouais, je suis sûre de les avoir lus, ceux-là aussi. Et visiblement, donc, il y avait... j'ai un petit doute sur le pas de Merlin et Brocéliande. Je me demande si ça fait partie de la même histoire. J'ai un petit doute. Il y a une série qui s'appelle les Reines pourpres aussi, et une série qui s'appelle Jean. Je vous mettrai le lien vers Fête Jeanne. Donc c'est des livres que j'ai lus quand j'étais ado, je pense bien. Ouais, j'étais adolescente quand j'ai lu la trilogie des Elfes. Et la Chronique des Elfes, c'est plus récent. J'ai un doute en fait de l'avoir lu. Bref, on s'en fout. On passe ensuite à Marion Zimmer Bradley. Alors, elle a un tout petit peu écrit sur le mythe arthurien. Tout petit peu. Je vous ai dit sinon que je voulais relire les Anne Rice aussi. Donc Marion Zimmer Bradley, ce qui m'intéressait, c'était le cycle d'Avalon. Il y a la chute d'Atlantis, les ancêtres d'Avalon, la colline du dernier adieu, le secret d'Avalon, la princesse d'Avalon et les dames du lac. Donc la série Les Dames du Lac, ça compte 5 tomes. Le premier, c'est Les Dames du Lac. J'aime pas trop les nouvelles images, là, les nouvelles couvertures. La légende du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde n'avait depuis longtemps inspiré un roman d'une telle envergure, d'un pareil souffle. Merlin l'Enchanteur, Arthur et son invincible épée, Lancelot du Lac et ses vaillants compagnons, tous sont présents, mais ce sont ici les femmes qui tiennent les premiers rôles. Viviane, la Dame du Lac, Hygerne, duchesse de Cornouailles et mère d'Arthur, son épouse Guenièvre, Morgane la Fée, sœur et amante du grand roi. Cette épopée envoûtante relate la lutte sans merci de deux mondes inconciliables, celui des druides et des anciennes croyances défendant désespérément un paradis perdu, et celui de la nouvelle religion chrétienne supplantant peu à peu rites et mystères enracinés au cœur de la Grande-Bretagne avant qu'elle ne devienne l'Angleterre. Donc ça compte les Dames du Lac, les Brumes d'Avalon, le secret d'Avalon, la princesse d'Avalon et la colline du dernier adieu. Et la chute d'Atlantis et les ancêtres d'Avalon, qui est une publication posthume, sont des préquels. Mais elle a écrit plein d'autres trucs aussi. Je sais que j'ai lu par exemple La princesse de la nuit. J'ai dû lire aussi, en Glenraven, je l'ai retrouvé là, Glenraven. J'ai pas lu le deuxième, tiens. J'en ai lu plusieurs de Marion Zimmer Bradley. J'ai vraiment kiffé. J'ai pas lu Ténébreuse, mais j'ai envie de plonger un petit peu dans son histoire. Alors c'est sur sa fiche Wikipédia, et c'est un truc qu'on ne pourra jamais vérifier parce qu'elle est morte. Mais Marion Zimmer Bradley a été accusée de pédophilie par sa fille, qui aurait été victime à la fois de sa mère et de son père. Et donc les deux sont morts, donc il ne peut pas y avoir de procès. Donc je ne mets pas du tout la parole de la victime en doute, mais on ne peut pas savoir. Donc si c'est quelque chose qui peut vous bloquer, ne lisez pas. Ensuite, une des inspirations de Georges Martin pour le Trône de Fer, c'est Les Rois Maudits de Maurice Druon, que j'ai lu après avoir découvert le Trône de Fer. Et la plume de Maurice Druon. Maman! Alors là, il y a un sacré... il y a plusieurs bouquins de chez Maurice Druon que j'ai envie de lire. Les Rois Maudits. Il a écrit un truc aussi sur Zeus, Mémoire de Zeus, il me semble.
Donc les rois maudits, là on n'est pas du tout dans de la fantaisie, on est dans l'historique. Et s'il vous plaît, ce monsieur, c'était un académicien, je pense qu'il savait complètement de quoi il causait. Alors les rois maudits, c'est 7 tomes. Le roi de fer, la reine étranglée, les poisons de la couronne, la loi des mâles, la louve de France, le lys et le lion et quand un roi perd la France. Donc, dans la France du XIVe siècle, Philippe IV dit le Bel, roi d'une beauté légendaire, mène le pays d'une main de fer. Devant lui, il n'est d'autre choix que de plier ou de rompre. Seul compte l'idée de la nation et rien ne doit n'en entraver la grandeur et la force. Pour réformer l'État et le moderniser, il ne recule devant aucun sacrifice. L'histoire commence avec le fameux procès que Philippe le Bel fit aux Templiers pour en amoindrir le trop grand pouvoir et confisquer leur immense fortune. À l'heure de son exécution, Jacques de Molay, grand maître de l'ordre des Templiers, lui jeta sa fameuse malédiction. Pape Clément, chevalier Guillaume, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir le juste châtiment. Maudits, maudits, tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. Le destin donnera-t-il raison au grand maître? Voici l'histoire. Donc le grand maître Molay, il les a un peu maudits alors qu'il était en train de cramer. L'écriture est absolument magnifique. Céline, si elle regarde cette vidéo, peut en témoigner parce qu'elle les a lus à cause de moi. Moi, j'aime bien faire acheter des bouquins aux gens. Et j'aurais aussi pu parler de relecture du cycle des vampires et des sorcières de Anne Rice, donc, qui commence par Entretien avec un vampire. Mais je crois que c'est des livres que j'ai découverts quand j'étais jeune, avec émerveillement. La plupart, quand certains, j'étais adolescente, notamment Le Seigneur des Anneaux, Les Fêtes Jane, les Marion Zimmer Bradley. J'étais plus âgée pour les autres, ou les Anne Rice aussi, mais j'ai envie de voir ce que mon regard d'adulte, peut-être 20-25 ans après, pense de ces lectures qui m'ont transportée quand j'étais si jeune, quand j'étais lycéenne ou voire à la fac. Pas collégienne, je pense pas. Peut-être pour Le Seigneur des Anneaux, je sais plus. Mais voilà, donc c'était c'est la 4e et avant-dernière vidéo sur ces cycles de sagas qui me font envie, que je lis, que j'ai envie de lire, etc., que j'ai envie de relire. Et la dernière, ce sera ces sagas qui me font envie, la 3e vidéo sur 3. Donc la 5e sur 5, si vous avez suivi mes explications un peu foireuses. J'espère que je vous ai donné envie de craquer votre PEL. À tout bientôt et dites-moi ces sagas que vous avez envie de relire. Parce que j'aurais pu par exemple vous parler des Bridgerton, mais c'est en cours. Je me suis arrêtée à la relecture du 4e sur les 9. À tout bientôt, rêvez tout grand et n'hésitez pas à me laisser un petit coucou. Au revoir.